c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bon vendredi à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de votre télévision de proximité pour le vivre ensemble. Le Grand Soir, édition de ce jour, s'intéresse à l'actualité politique au Cameroun. Nous allons essayer de scruter la crédibilité des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Depuis plusieurs années, ces mêmes partis politiques ont toujours été pour la plupart du temps laminés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comprendre jeu et enjeux au sein de ces formations politiques et pourquoi pas le RDPC qui se positionne toujours, quelles que soient les échéances, tant au niveau du Parlement camerounais, avec son leader qui reste président de la République après plusieurs décennies passées à la tête de l'État du Cameroun. Quelles sont les failles et les défaillances de l'opposition camerounaise? Tentative d'éléments de réponse ce soir dans votre émission Grand Soir. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Merci d'être démontré pour échanger autour de ce sujet aussi important au Cameroun. Descartes Akonosé, notre invité ce soir, en tout cas parmi les invités qui nous ont rejoints dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Et un bonsoir spécial au président de la République, au président du RDPC. Naturellement, ce n'est pas seulement le président du RDPC, c'est le chef de l'État du Cameroun, c'est lui qui conduit la nation camerounaise. Merci en tout cas Descartes d'être avec nous. On va accueillir à votre suite notre haut responsable dans la communication sociale, c'est notre invité habituel, c'est le prince Théophile Tatita qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir prince et bienvenue. Bonjour, bonsoir Serge et merci de m'avoir invité une fois de plus pour cette émission. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et autre invité, c'est notre consultant permanent tous les soirs sur Info TV, Arnaud Victor Yada nous a rejoint. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Serge Bondje, bonsoir également à tous nos techniciens, bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous renouvellent une fois de plus, certainement pas de trop leur confiance en nous regardant ce soir. En tout cas, merci pour la marque de fidélité. On va parler de cette autre actualité avant d'aborder la thématique de cette soirée. Parlons du patriarche Fotso Victor, dont les obsèques ont déjà été, se déroulent en ce moment dans notre pays, le Cameroun. Ce dépouille, pour certains, a déjà rejoint la terre de nos ancêtres pour un arrêt direct à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem. Direction Bandjoun, dans la région de l'ouest Cameroun, avec un arrêt du côté de la mairie, entre autres. Donc, un cérémonial est adressé à cet effet. Ce qu'on remarque de manière particulière, il n'y a pas eu beaucoup d'intentions telles qu'observées via les réseaux sociaux. On a comme l'impression que tout va sur les rails. Et si on s'en tient à la programmation ou alors au programme qui est mis en route, il sera inhumé demain dans le caveau familial des Fotso, c'est à Bandjoun. Arnaud Victor Yada, c'est une actualité qui nous arrive à l'instant. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de ce grand homme dont la dépouille forcément se trouve sur le territoire national? Il faut juste dire ici, on avait parlé de ça la dernière fois, c'est quelqu'un qui a eu un parcours atypique, c'est quelqu'un qui a un passage éclectique sur la scène tant nationale qu'internationale. Fotso Victor reste et demeure une icône. Il reste au-delà de ses fils de Bandjoun qui a parcouru le monde par son ingéniosité, par le sens du travail et de l'effort. C'est un exemple à copier, un exemple à suivre. Dieu merci, il s'en va à l'âge de presque 94 ans. Si ce n'est pas donné, il faut dire que vivre également longtemps, vieillir, est une grâce du Seigneur. Merci On peut s'en réjouir du fait qu'il y a eu désormais accalmie tout autour du Rififi et le Ramdam qui a eu la période qui précédait ces élections. C'est pas les élections autant pour moi, ces obsèques. Je pense quand même qu'on peut s'en réjouir aujourd'hui et que la terre de nos ancêtres soit légère. On peut se réjouir de ce que tout se déroule finalement dans des conditions acceptables. Je souligne également que le parquet de Paris a rejeté la demande d'autopsie sur le corps de Fotso Victor. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le programme qui a été établi a été respecté véritablement à la lettre. Théophile Tatita, c'est un grand souvenir qu'on garde de ce patriarche qui s'en va et qui sera inhumé demain à Bandjoun, dans la région de l'ouest du Cameroun. Oui, c'est un grand patriarche. Je peux avouer que il y a quelques années, en 2006 précisément, j'ai dirigé une publication, Les 36 conseils secrets de Fotso Victor. C'est un livre qui a fait un peu de bruit à son niveau.
Il s'agissait d'une note de lecture de livre de l'auteur Fotso Victor lui-même, Le chemin de Chiala. Alors à travers cet ouvrage, nous avons découvert un grand homme, un grand industriel qui a commencé tout petit avec l'encadrement de son père et qui, chemin faisant, a parcouru les régions du Cameroun, beaucoup de régions du Cameroun, et qui, pour être bien lancé, a eu non seulement des partenaires français qui l'ont appuyé pour qui se lance comme capitaine d'industrie, mais également il a bénéficié des appuis du chef de l'État du Cameroun, notamment le président Ahidjo, pour la construction du cinéma à Biya, et après il a eu... aussi à Douala. Voilà, donc le patriarche Victor Fotso, c'est quelqu'un qui a fait son chemin, on se souvient également de lui pour avoir donné à l'État du Cameroun toute une université. Et donc, il s'en va. C'est un homme qui a beaucoup investi dans le social. Il a construit beaucoup d'églises. Il en a construit une dans sa propre résidence à Pété-Banjoun. Donc, j'aurais bien voulu échanger avec le patriarche dans le cadre de cette publication. Mais on a été bloqué par l'un de ses fils qui est très cité un peu dans des histoires de famille ces derniers temps. On espère que son âme va bien se reposer et qu'on aura le temps de faire ce que nous avons souhaité pour Fotso, qui est tout un monument, n'est-ce pas, pour Fotso, au moins dans la ville de Banjoun qu'il a bâti. Pas seulement à Banjoun, les Camerounais des 10 régions pleurent ce grand homme qui s'en va, et on précise que les obsèques se déroulent dans l'intimité familiale. Vu la crise sanitaire dans laquelle se trouve notre pays, le Cameroun, la pandémie du Covid-19. Je donne, avant de passer la parole à Descartes Akonosé dans ce studio, le programme des obsèques de ce jour prévoit l'arrivée de la dépouille à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, arrivée de la dépouille mortuaire dans la région de l'ouest du Cameroun, à l'aéroport de Bamougoum. Les heures ne sont pas précisées pour ce vendredi, et justement sur place, honneur militaire, bénédiction par l'évêque de Bafoussam, et puis tout de suite départ du cortège funèbre pour Banjoun. Premier arrêt, paroisse Christ-Doigt de Mbo Banjoun. Deuxième arrêt, résidence Fotso Victor, et puis installation de la dépouille. Et puis c'est à 19h30 que commence la veillée là-bas. Et puis demain samedi 20 juin 2020, cérémonie d'inhumation à la chapelle de la résidence Fotso Victor. Et puis le samedi toujours à 7h, on nous parle du départ pour l'hôtel de ville, 8h, retour à la résidence Fotso Victor, honneur militaire, et puis à 10h, messe et célébration religieuse. Il sera naturellement enterré dans le caveau familial, dans la stricte intimité. Voilà à peu près ce qui sera fait pour les obsèques de Fotso Victor. Descartes Akonosé, c'est un grand homme qui est parti, un grand militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est ainsi enterré. Peut-être que derrière, on fera des obsèques officielles par la suite. Coronavirus oblige. Oui, vous comprenez que nous sommes doublement meurtris d'ailleurs en tant que citoyens camerounais, parce que là c'est une icône, c'est un nom qui doit être inscrit dans les livres d'or de l'histoire du Cameroun. On ne va pas citer tout ce qu'il a fait, une seule mission ne suffirait pas. Mais doublement parce que aussi c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui perd un grand militant. C'est le RDPC qui perd un grand homme qui s'en va, mais qui laisse un héritage, qui laisse des gens qui vont continuer son œuvre. On avait été dérangés, vous savez, les gens font une communication mal intentionnée, les gens ont voulu créer des histoires disant que la famille avait des problèmes. Il n'y avait aucun souci, chaque fois qu'on avait un deuil, il peut y avoir des divergences d'idées sur certaines organisations, mais la famille, vous voyez que tout finit bien, tout est enterré dignement comme il faut. Tout ce qu'on peut regretter, c'est que, vu le corona, il sera enterré comme on n'a pas souhaité, oui, comme il mériterait. Nous espérons que quand les choses vont se décanter, il y aura des obsèques dignes de ce monsieur, parce que vraiment il mérite. Fotso Victor, c'est une grande perte pour notre pays, le Cameroun, un opérateur économique de première heure. C'est un véritable capitaine d'industrie qui sera enterré demain dans son village natal à Banjoun. Je vous redonne la parole. Akonosé Descartes, on parle des partis politiques à l'instant au Cameroun. Le RDPC est toujours sorti vainqueur de plusieurs échéances au Cameroun. Pourquoi l'opposition n'a toujours pas réussi pratiquement en une quarantaine d'années pour le chef de l'État à la tête de la nation camerounaise à pouvoir prendre le dessus tant au niveau des élections présidentielles, parfois législatives? On a vu le SDF qui avait une fois la majorité à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas toujours allé plus loin que cela. Qu'est-ce qui a fait pendant si fort longtemps la force du RDPC? Oui, merci de préciser, parce qu'il ne faut pas chercher la raison dans la faiblesse de l'opposition. L'opposition fait ce qu'elle peut, mais la raison vient dans la force du RDPC. Une stratégie d'implantation.
Je vous rappelle, je vous mets à défi, le RDPC, c'est le seul parti qui a au moins un membre dans chaque famille du Cameroun. Y compris la vôtre, vous pourrez faire les stats. Vous pourrez enquêter quand vous aurez l'occasion. Le RDPC est dans la stratégie d'implantation de chaque coin, chaque recours. Vous savez combien de comités de base il y a? Et que les gens ne se lèvent pas. Les qui votent, c'est les Camerounais qui votent. Les Camerounais, c'est dans cette stratégie que le RDPC s'implante. Le RDPC n'est pas... L'opposition a cherché à exister. Est-ce que ce n'est pas la force de la stratégie mise sur pied par le RDPC qui a cet entre-genre, peut-être forcément beaucoup des responsables des partis politiques partent naturellement du RDPC, peut-être à la suite des frustrations pour aller faire leur propre formation politique créée à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas déjà ça qui est aussi un véritable handicap dans le déploiement? Parce que hier, ils appartenaient à la famille RDPC et désormais, ils ont leur propre famille. Ils ne peuvent pas forcément battre celui qui est en face. Non, les gens sont libres. Hein. Les gens sont libres de créer le ministre, comme le président l'a dit bien, hein, leurs petits partis politiques. Si ça leur permet, si ça nourrit leur ego d'être appelé président de parti, ça les engage. Mais nous, le RDPC, quand même, je crois qu'il n'y a aucune surprise à ce que le parti le plus représenté soit celui qui gagne. Le parti qui a décidé d'être républicain démocrate. Le RDPC doit sa victoire au respect des institutions, au respect des lois que les Camerounais votent, au respect de l'envie de bâtir le Cameroun d'une façon juste démocrate et républicaine. Est-ce que c'est ce qui peut justifier les alliances que l'on observe, hein, plusieurs partis politiques de l'opposition, des alliances avec le RDPC? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de fragiliser le fonctionnement de ces partis politiques? Rappelez-moi l'alliance qui a été demandée par le RDPC. Quand les gens créent les G20, G10, G15, et viennent nous dire, nous voulons travailler avec vous. Le RDPC, rappelez-vous, c'est un rassemblement démocratique du peuple. Ça veut dire qu'on ne va pas refuser ces gens qui revoient leurs insuffisances, ils revoient leurs limites et disent, bon, on veut travailler avec vous. On ne refuse pas. On ne va pas refuser. Merci. En tout cas, c'est une chance. Hein. Le RDPC pour le Cameroun, pour certains, véritable havre de paix, parce que plusieurs pays dans la même situation que le nôtre seraient pratiquement en feu. C'est ce que l'on reconnaît aussi au chef de l'État, cette stabilité et ce maintien du Cameroun. Je reviendrai à vous dans un petit moment. Je voudrais également repréciser ici que le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Arnold Manga, n'est pas encore dans ce studio depuis hier. Ils ont reçu l'invitation, curieusement, depuis quelques jours. Ils boudent les studios de Info TV. Nous ne comprenons pas réellement pourquoi. Théophile, le prince Théophile Tatita, l'opposition camerounaise, est-ce que ce n'est pas le fait qu'elle se retrouve véritablement en rang dispersé, allant battre le RDPC qui est en face et qui fait un véritable handicap pour cette opposition au Cameroun? Bon, je crois que quand on parle de l'opposition, c'est un terme qui m'a toujours gêné. C'est-à-dire, on parle de l'opposition, celui qui s'oppose. Quand bien même on a fait quelque chose de bien, on s'oppose. Et quand je regarde dans les autres pays dits développés, on ne qualifie pas les partis qui ne sont pas au pouvoir de partis d'opposition. Donc c'est assez gênant. Donc c'est assez gênant que dans notre univers politique, on ait adopté un terme qui prête à confusion comme celui-là. Donc, des partis qui ne sont pas au pouvoir peuvent bien proposer, n'est-ce pas, quand ce n'est pas bien fait par le parti au pouvoir, si tant est que l'intérêt visé est celui du peuple. Donc, et quand on regarde bien, ces partis-là qui sont dits de l'opposition sont déjà dans des mauvaises missions, parfois, et c'est ce qui a fait que l'univers politique au Cameroun soit pollué par le manque de respect, quelque chose qui ne sied pas très bien avec nos us et coutumes. Vous savez que je défends toujours l'angle traditionnel. Alors, depuis l'avènement du multipartisme, on a commencé à un moment donné, on a vu qu'on a ressenti, n'est-ce pas, la venue de la démocratie par des casses qu'on faisait un peu partout, des villes mortes, et il s'en est suivi des injures où on voit un chef de l'opposition qui va traiter le président de la République de bandit. Et j'imagine toujours les enfants qui regardent ces scènes. Moi, j'étais tout jeune quand je regardais tout ça. La première fois que j'ai vu le président John Fundi soulever le poignet comme ça m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai trouvé que c'était un peu comme des chefs bandits par rapport à ce que je voyais dans les films. Ça m'a donné un dégoût de la politique vue sous cet angle. Et quelques temps après, il y avait une tournée des gouverneurs dans les établissements scolaires où on sensibilisait les jeunes. On demandait aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Mais cependant, au cours des discours, je voyais ceux qui étaient envoyés,
n'est-ce pas, par le pouvoir, dresser parfois les enfants contre leurs propres parents. C'est-à-dire que faire des mises en garde aux enfants de ne pas suivre leurs parents qui sont en train de s'égarer. Dans mon esprit de jeune homme, je voyais tout ça un peu bizarre. La politique, c'était quelque chose qui allait faire beaucoup de mal à notre société. Alors, le temps est passé. Quand vous êtes en classe vous-même, on dit vous échouez 2 fois, vous recalez ou vous êtes même exclu. Alors, je pense que pour l'opposition, il n'y a pas eu beaucoup de changements au sein de l'opposition même. Donc, il y a des candidats qui ont participé aux élections 4, 5, 6 fois, qui n'ont pas réussi et qui apparemment n'ont pas trouvé d'autres candidats pour les relayer. Donc, raison pour laquelle, s'il y a une sorte de caporalisation dans les structures dirigeantes des partis politiques, alors on ne peut pas en même temps conserver le pouvoir et demander le changement à côté. Donc, ceux politiques ont prêché. La longévité qui se ressent au sein de ces formations politiques, parce qu'on n'a pas vu ces leaders entre-temps proposer des gens. Par exemple, lorsqu'on regarde au sein, prenons le cas du Social Democratic Front, pendant bien longtemps, le chairman a tenu le gouvernail, mais à un certain moment, il a donné l'impression de lâcher. Et pour d'autres observateurs de la scène politique au Cameroun, pensent qu'il a donné un moment le gouvernail à quelqu'un qui n'avait pas ces points-là. Peut-être c'était pas celui qui était choisi par l'autre, le reste, par l'ensemble de la collégialité du bureau politique du Social Democratic Front. Donc c'est là justement la faute pour ces partis politiques. Il aurait fallu qu'au sein de chaque parti, on définisse les statuts de manière à provoquer l'alternance au sein de ce parti pour espérer avoir l'alternance en face. Vous ne pouvez pas dans votre parti. Et vous voyez, tous les 2 partis politiques sont presque des propriétaires des partis politiques. Alors vous ne pouvez pas être propriétaire des partis politiques et espérer que celui qui est propriétaire aussi de son parti, on dit pour le président qu'il est le candidat naturel. Alors le candidat naturel, autant qu'il sera en forme, sera le candidat naturel du RDPC. Donc quand on parle de l'alternance aujourd'hui, il s'agit d'une certaine manière de balayer tous ceux qui sont sur la scène politique depuis très longtemps. Vous voyez, dans les années 90-92, on avait une alliance de l'opposition avec les Dames Joya, avec tous ceux qui sont au pouvoir, y compris le président du MRC actuel, qui était le porte-parole de John Fundi dans le cadre de cette mouvance. Donc il s'agit des gens qui sont sur la scène politique depuis très longtemps. Et s'il faut parler de changement, il s'agit de laisser tous ces visages-là. Parce que si le président Paul Biya est toujours là aujourd'hui, c'est parce qu'il avait un bon opposant, comme John Fundi, qui chaque fois s'est arrangé pour qu'il gagne toujours. Il a été faible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais lâché parce qu'il n'a pas été capable de le faire. Et aujourd'hui, on a sur la scène les mêmes personnes, ou les disciples des mêmes personnes. Vous allez dans le SDF, vous allez trouver les mêmes têtes. Et justement, je reste avec vous. Je voulais m'arrêter un tout petit peu sur la volonté politique de la jeunesse camerounaise aujourd'hui de peut-être suivre les centres des aînés. Je prends un cas, parlant de l'opposition, je prends le cas du PCRN, le parti de Cabral Libye. On a suivi la sortie de Roland Kouissi qui dit que le PCRN n'est pas un parti d'opposition, mais un parti politique de proposition. Peut-être autant mieux devenir une fois une ONG. Oui, je crois que si on regarde bien le PCRN avec Cabral, a fini un travail que l'UNC peut-être avait commencé, c'est-à-dire que quand on voulait encore l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire que Oumniobé qui a été châtié, éliminé de la scène, l'UPC restait encore avec les tentacules. Le mérite de Cabral, c'est d'avoir balayé l'UPC, c'est-à-dire qu'un parti qu'on aurait pu préserver, ne serait-ce que pour la mémoire de l'histoire, si les jeunes doivent servir à casser, n'est-ce pas, des partis de patrimoine. Je dis, là aussi, on s'interroge. Donc, c'est un parti de l'opposition qui a réussi à faire un grand coup si jusqu'ici le RDPC n'avait pas pu balayer, n'est-ce pas, l'UPC dans son fief. On comprend, avec à la lumière du PCN et du Cabral, est-ce que ce n'est pas on comprend que contre lui demain? L'élément qui apparaît le plus, c'est qu'au Cameroun, les partis sont des partis tribaux. Voyez? Sauf le RDPC quand même. Oui, ils sont des partis, sauf le RDPC qui est le pouvoir et le gouvernement. C'est-à-dire le RDPC n'est pas un parti, de mon point de vue. Le RDPC n'est pas un parti parce que le parti, ça veut dire que vous êtes d'un côté. Le RDPC n'est pas un parti, le RDPC est au pouvoir. Et en réalité, si on veut bien respecter les choses, c'est qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez démissionner ou du moins ne plus être considéré comme le président de votre parti. Parce que pendant l'élection présidentielle ou toutes les élections... Du RDPC, hein. Oui, je parle d'un système de gouvernance. C'est-à-dire qu'on confond le chef de l'État
président de la République, chef de l'État, il l'est, mais on confond parfois le RDPC et parfois même les décrets pour nommer les gens dans le RDPC. La confusion n'est pas faite, je veux vous rassurer, la confusion n'a jamais... Non, je parle de ce que nous vivons, c'est-à-dire je ne suis pas là pour dire, c'est de son droit. Et fait un constat. Devoir de peut-être qu'il pourrait pas arranger. Le RDPC profite de sa position, n'est-ce pas, qui est parfois... Une position méritée. Une position méritée, parfois très dominante. Parce que... Quitte à influencer le fonctionnement des autres partis. La faute à qui? Non, bon, si le peuple nous donne plus de 150 députés, on ne va pas le faire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le problème, c'est quand si on dit qu'il y a démocratie, le président devait être traité comme tel. C'est le président de tout le monde. Ce qui fait que les discours que je décriais tantôt sont souvent adressés même à la place du président en tant que président d'un parti. Le président est une institution. C'est-à-dire, le président qui est une institution ne saurait être placé dans une affaire où les gens vont se tirer dessus, s'insulter entre eux. Les gens qui sont du parti du président, parfois, se lancent dans des diatribes qui ne cadrent pas du tout avec le discours du président lui-même. Dans ce discours lui-même, le président arrive à être, on est souvent surpris de voir que le président constate qu'autour de lui, il y a des gens qui sont et des voleurs et des pilleurs à col blanc. Donc ça ne cadre pas. Donc c'est cette façon de faire la politique qui veut que les gens s'insultent, les gens sont des opposants, les gens sont, c'est-à-dire s'opposent et critiquent tout. Est-ce que le problème n'est pas situé au niveau de la mise en œuvre même du plan proposé par chaque parti politique, c'est-à-dire que le programme de ces partis politiques-là, il s'assied beaucoup plus sur les idéaux qui visent à combattre un individu au lieu de défendre et sa chapelle politique et son programme politique. J'ai dit à la base, il s'agit vraiment des partis de l'opposition, comme vous dites, parce que ce sont des partis tellement d'opposition qui s'opposent à d'autres partis d'opposition. C'est-à-dire, vous allez trouver, quand vous regardez la télé, vous allez voir quelqu'un du MRC qui va s'opposer au SDF, le SDF s'oppose à l'UPC, ainsi de suite. Donc, c'est des partis qui sont là pour s'opposer, qui s'opposent à tout et qui s'opposent même entre eux, les partis. Et donc, ce qu'il faut déplorer, c'est une façon pour nous autres Africains de copier, n'est-ce pas, la façon de faire la politique sans tout à fait l'adapter à notre contexte. Donc, c'est déplorable. Et merci bien. N'est pas vraiment... Et ça rejoint forcément un modèle. Peut-être que le modèle qui a trait à la démocratie au Cameroun, avec en filigrane, forcément, ces différents partis politiques, au lieu de forcément critiquer le programme de celui qui est en face, mais tout simplement, parfois on se bat, on bagarre avec soi-même, avec ses militants, avec l'opposition qui est en face. Arnaud Victor Yada, est-ce que le problème n'est pas au niveau du choix des orientations, de la sphère, donc de la gestion, de la structure politique, de l'appareil politique, voilà, de manière globale au Cameroun? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas un autre modèle qui aurait pu différencier ceux qui sont en face du parti au pouvoir, c'est-à-dire avoir par exemple les partis de gauche qui ont des idéaux à défendre, avoir les partis de droite, avoir peut-être comme on a ailleurs les démocrates, les républicains, mais au Cameroun, tout le monde est opposant. Est-ce que ce n'est pas ce système, bien cette manière de fonctionner qui fait que l'opposition en elle-même ne sait même pas là où elle s'en va? Il faut comprendre que si le RDPC aujourd'hui a le territoire conquis, comme le représentant du RDPC, M. Romoso Bombay, tantôt la culpe, c'est tout simplement parce que l'histoire leur est favorable. Le RDPC, c'est la continuité de l'UNC des années 60, qui est né, le RDPC, le 24 mars à Bamenda lors d'un congrès en 1985. À partir de là, il est normal que le RDPC soit largement implanté. Je vais laisser l'avantage qui est l'avantage du parti-État. De l'autre côté, il va falloir rappeler ici que dans sa définition la plus élémentaire de ce qu'on appelle l'opposition, il y a une pléthore de synonymes. On peut citer par exemple le synonyme éloignement. L'éloignement, c'est synonyme de l'opposition. Il y a l'affrontement, c'est synonyme de l'opposition. Il y a l'incompatibilité, c'est synonyme de l'opposition. Il y a la dissension, pour ne citer que cela, je le serai, la dissonance et la contradiction. Sans oublier le boycott. Tout à fait. Prenons donc maintenant la quasi-totalité des partis politiques dits d'opposition, qui ma foi sont plutôt les partis d'opposition et de juxtaposition, dans la quasi-totalité des cas, en concubinage très incestueux avec le RDPC. Beaucoup de partis politiques qui s'appellent Tantampion devraient plutôt s'appeler RDPC 2, RDPC 3, RDPC petit A, RDPC petit B. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les leaders qui constituent ces partis politiques sont, ma foi, soit les anciens militants du RDPC qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de programme, qui, avec une certaine aigreur,
ont été dans l'obligation de créer des partis politiques sans aucun idéal à la base. De l'autre côté, vous allez voir également, toujours dans le sens de cette aigreur, beaucoup de partis politiques qui se créent dans un foisonnement pour essayer de se faire remarquer et d'avoir des grâces et parfois même des disgrâces du parti RDPC. Ça plombe donc la politique dans notre pays en donnant une large, non seulement majorité, une large gabégie au parti au pouvoir. Prenons un exemple. Je puis d'abord vous dire que lorsqu'on parle du président national du RDPC, M. Paul Biya, je suis sûr, investigation menée, que dans le monde entier, actuellement parmi les vivants, il n'y a aucun maître sur terre qui puisse donner les leçons de politique à ces messieurs. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'un parcours éloquent, élogieux, éloquent et même très intéressant. Ça, on ne peut pas dénier. Ça fait déjà un avantage pour ce parti. Mais maintenant, il y a souvent des goûts de changement dans la mesure où ses propres collaborateurs de parti n'arrivent même pas à épouser ce modèle, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en phase avec sa manière de voir les choses. C'est pourquoi dans certaines régions, vous allez voir le RDPC se fait lamentablement fracasser les dents, malgré tous les leviers de corruption qui sont mis en œuvre. Il dit très peu, ça veut dire qu'il y en a qui existent, malgré la majorité très obèse. Vous voyez que tout ceci a constitué permettez-moi l'expression, à imbéciliser le potentiel électeur qui, ma foi, a une réunion bitumée, mais préfère 1 kilo de riz et 1 kilo de maquereau, qu'on peut appeler ici le repas quinquennal. Parce que c'est un repas qui voit chaque 5 ans. Et le RDPC fait tout pour tout pour visser ces repas, pour que ce repas soit un repas de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on demande à quelqu'un, que préfères-tu, la route de ton village ou alors le plat de riz, il préfère le plat de riz. Ça, c'est une stratégie du RDPC. Je n'en veux pas au RDPC. Donc, quand on passe cette prise de conscience, ce n'est pas au RDPC de demander à quelqu'un de ne pas voter là où il pense être mieux, mais sauf que, comme on l'a relevé, dans certaines localités au Cameroun, l'opposition a eu l'occasion de prendre le dessus. Pas forcément. Je puisse vous dire que tout est réuni pour que l'opposition échoue. Maintenant, il y avait certains leviers qui pouvaient aider l'opposition à avoir une certaine érection politique. Naturellement, la jeunesse. La jeunesse. Alors quand un jeune comme Cabral a pris sur lui l'initiative d'aller au choc, il a mis aux avant-gardes cette jeunesse qui lui a quand même donné une certaine audience. Mais qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? À partir d'abord des réseaux sociaux, Cabral est combattu pas par des gens d'un certain âge, mais par des jeunes qui estiment que c'est un malhonnête. Il a fait ceci, il a fait ça. Donc on voit qu'ici, le RDPC a cet avantage que on ne bénéficie pas d'une véritable démocratie, ou du moins la démocratie qui aurait pu être là des années d'entente est butée aujourd'hui par des mentalités purement rétrogrades. Et c'est fait à dessein. Parce que lorsque vous avez séquestré un individu, un jeune, qui, ma foi, a plus ou moins fait les études, mais qui n'a pas droit à l'emploi, automatiquement, il devient à la solde du premier bout de pain qui lui est tendu. Parce que nous sommes dans des situations où vous êtes à la maison, votre papa vous nourrit, il nourrit votre femme et il nourrit vos enfants. À partir de là, vous avez certaines frustrations qui, au-delà de toute la volonté que vous pouvez avoir, est brouillée par la réalité du terrain. Je peux maintenant encore fustiger un comportement de certains leaders de l'opposition. Un seul bras ne saura attacher un fagot de bois, me disait mon grand-père. Vous ne pouvez pas aller en rang dispersé pour aller combattre une mastodonte qui est le RDPC. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection. Vous refusez de vous unir, ou du moins... Mais à qui la faute? Parce qu'on a vu certaines alliances qui ont tenté de se mettre en place. Le cas de Serge Espoir Matomba, qui a tenté de rallier le professeur Moïse Kamto, mais cela n'a toujours pas marché, alors qu'il y a des jeunes loups aux dents très longues qui étaient véritablement engagés en politique pour la présidentielle de 2018. Curieusement, beaucoup d'entre eux ont eu des scores fracassants qui n'ont même pas pu atteindre un score qui était pourtant au départ qui était donné favori avant l'élection face au chef de l'État du Cameroun qui a gagné avec un peu plus de 71% face à ces jeunes qui avaient cet espoir. Est-ce que ce n'est pas l'autre classe politique, c'est-à-dire ceux qui partent du RDPC pour créer des formations politiques et qui n'offrent pas des opportunités aux jeunes? Vous pouvez bien créer un parti politique, mais positionner un jeune, ça peut changer le jeu politique. Écoutez Serge Bondier, votre question est pertinente. À qui la faute? La faute à ces leaders qui n'arrivent pas à avoir un idéal politique véritable. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans des années 92 où vous demandez à un leader de parti politique quel est ton programme, il dit Biya Mosgo. On est Biya Mosgo ne peut pas être un idéal politique. Or, il y a tellement de failles. Et la faille, c'est sur le plan social. Parce que la société, c'est le carrefour des mentalités. On a besoin d'un tout pour faire un. Je puis vous dire ici que tant que tous iront avec des idées totalement divergentes, il y a d'aucuns qui venaient là parce qu'ils voulaient
apparaître dans la scène politique. D'autres, je l'ai dit ici, c'est les guerres, ainsi de suite. Or, si on s'appuie même sur le fait que Biya Mosgo soit d'autres leviers à tous, pourquoi ne pas unir? Je prends un exemple très simple. Je vais faire un petit cliché des 9 candidatures, ou alors des 8, qui, ma foi, entre guillemets, s'opposaient au RDPC lors de la dernière présidentielle. Vous avez un expérimenté comme Adamou Damjoya, de regretter mémoire, qui quand même, lorsqu'on parle de l'opposition au Cameroun, a fait ses preuves. Vous avez de l'autre côté une jeunesse fulgurante montante, qu'on appelle Cabral Libi, Gifor, paix à son âme également, ou encore Serge Espoir Matomba. Vous avez quand même un parti qui a tenu les leviers de l'opposition au Cameroun depuis belle lurette, qui est le SDF, fut-il menacé par une transition biaisée entre le Nijon Fungi et Joshua Oshi. Si toutes ces forces vives se mélangeaient, on prenait maintenant un intellectuel qui est encore un bébé politique. Le professeur Maurice Kampo, il faut dire qu'il a encore beaucoup à apprendre en politique. Mais sinon, c'est un intellectuel rompu à la tâche calée. Mais sur le champ politique, il a beaucoup à faire. Justement, là où ça coince, c'est justement trouver un leader. C'est-à-dire quelqu'un qui va représenter toute l'opposition camerounaise et qui va fédérer toutes les énergies. Si vous avez un idéal, j'ai dit si vous avez un idéal, le leader va se trouver seul. C'est aussi simple que ça s'est fait ailleurs. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui fait problème? C'est justement cet orgueil imbécile, permettez-moi l'expression, qui nous tue et qui nous amène au jour d'aujourd'hui. Ou au lieu que les partis qui sont là pour fédérer, n'est-ce pas, une force, pour combattre le parti, qui, ma foi, est un maître absolu, vous commencez encore à entretenir des guerres entre vous. Donc je pense ici que beaucoup de choses restent à faire. Et aussi, même pour accéder au Graal à une élection présidentielle, il faut une histoire, il faut un vécu. Mais qu'est-ce que certains leaders d'opposition font? Ils s'arrogent la propriété d'un parti politique. Même si Victor Anoyada crée un parti politique demain, il faudrait bien qu'il pense qu'il n'est qu'une transition. Parce que l'histoire retiendra que, ici, c'était Victor Anoyada qui a créé, mais il poursuivait un objectif. Alors il y a des gens qui peuvent suivre cet objectif. On a donc l'impression que c'est des entreprises privées qui n'ont rien décentralisé. Lorsqu'ils meurent, l'entreprise meurt également. Rendez-vous compte que le PCRN n'a pas été créé par Cabral. C'est un parti qui existait depuis bien longtemps, belle lurette. Mais vous voyez que c'est aujourd'hui qu'on se rappelle que le PCRN est un parti qui existe. On allait ressusciter ce parti. C'est comme ça que les 316 partis qui sont de l'opposition existent. Je puisse vous dire ici que tant qu'on ne va pas se réveiller et maintenant contextualiser la politique et ne pas calquer le modèle démocratique ailleurs, si on ne la contextualise pas compte tenu de nos réalités et de nos problèmes ici, on risque de continuer. Ça veut dire que le problème de l'opposition, ce sont ses leaders. On a vu à une époque... Une partie du problème. Au sein du Manidem, on a vu Anissé Kadé qui était à la tête de ce mouvement politique. Il a laissé le mouvement politique. Ensuite, il est revenu en force pour prendre la tête avec, à l'époque, Bandakani. Ça n'a pas marché. Il est allé, il a créé sa propre formation politique. On a vu Jean-Jacques Ekindi qui dit qu'il quitte le mouvement le mouvement progressiste, voilà, il retourne au sein du RDPC 30 ans après. Curieusement, il dit qu'il reste à la coordination du parti politique en attendant qu'il y ait un congrès. Mais en détail, il est en train d'aller courir, s'inscrire comme militant du RDPC 30 ans après. Je pense que le discours politique à ce niveau ne peut pas aider l'ensemble de la communauté et ceux qui veulent même que le pays change. Permettez-moi de dire que les leaders des partis politiques ont délocalisé leur famine ou leur faim. Ils devraient avoir faim du pouvoir, mais ils ont faim de nourriture et la pitance. C'est ça le problème. Puisque nous sommes encore au niveau où il est très facile de corrompre un leader de parti politique. On sait comment ça se passe. On sait comment, à minuit, ils partent souvent déposer même pour centrale. Donc tout le monde sait comment ça se passe. Donc je peux vous dire ici que le RDPC ne peut que profiter de ça. On ne peut donc pas faire un procès au RDPC. Moi, je ne fais pas un procès au RDPC. Il bénéficie de la faiblesse de l'opposition. Merci. Finalement, on a comme l'impression que c'est le RDPC seul qui fait le jeu politique, influence les données dans les formations politiques de l'opposition, et ne veut pas dans le fond qu'il y ait un véritable changement, une vraie manière de penser, et n'encourage pas les leaders de ces partis politiques à pousser une certaine émulation au sein de la formation politique, peut-être le RDPC, ou alors ils ont calqué carrément leur modèle sur le RDPC et son leader. C'est pour cela qu'au sein des formations politiques de l'opposition, on a un leader pendant 10, 15, 20 ans, depuis la création même de ce parti politique, il est à la tête. Le jour du temps même de s'asseoir à côté en laissant la place à quelqu'un, au prochain congrès, on renverse la personne. Pourquoi ça fonctionne ici? Oui, je vais d'abord relever, il y a quelque chose à corriger dans tout ce qu'il a dit. Bon, il a reconnu la force du RDPC, mais là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. C'est un peu insultant de dire que les Camerounais ont voté parce qu'on leur a donné à manger. Je dis, il faut un peu de respect envers ces électeurs-là. Je ne vois pas le Camerounais qui, parce qu'il a mangé aujourd'hui, il va voter demain. Il faut faire très attention avant de le dire.
Si vraiment ça avait été la nourriture qui faisait voter, vous avez de l'argent à l'opposition. Donnez plus. Si on a donné donc 1 kilo, donnez 2 kilos et faites-vous élire. Si ça avait été aussi facile. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'élection? Pendant que le RDPC travaille, dit aux gens, allez vous inscrire. Pendant que le RDPC dit, venez voter. Pendant que le RDPC bat campagne, les gens sont en train de vous dire à Facebook qu'il faut revoir le code électoral. Que non, l'élection, le code électoral n'est pas bien. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Les gens participent à décourager les militants à aller voter. Mais à la fin des courses, ils sont bien sûr, c'est ça qui ça fait partie des choses qui dérangent ceux qui se font appeler de l'opposition. C'est pas moi qui pose la question. Parce que c'est les Camerounais qui votent. Quand vous dites aux Camerounais que le code électoral n'est pas d'abord bon avant les élections, et vous expliquez après que vous voulez gagner donc avec qui? Monsieur Akonoze. Avec qui donc vous voulez gagner les élections? Monsieur Akonoze. Pourquoi les promesses préélectorales faites par le RDPC ne sont jamais tenues? Nous, on fait des promesses. Nous, on fait des promesses. Vous ne faites rien. On vit des promesses. Je ne suis pas un opposant, monsieur. On vit des promesses. 38 ans de promesses. Vous ne décidez pas pour le peuple. Vous ne décidez pas. L'élection se passe comment? Quand on veut l'élection, on accepte que la majorité, la décision de la majorité, c'est là. 24 sur 24 chez vous, 7 jours sur 7. Quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous dites, vos promesses les Camerounais à 71% ont donné, les Camerounais à 71% ont donné leur devenir et leur avenir à M. Paul Biya. Les Camerounais ont plus de 150 sièges à l'Assemblée nationale, ont remis au RDPC. Si votre discours dit non, pardon, pas ceci, vous voulez rappeler un Camerounais qui n'a pas de ceci? Non. Les Camerounais le savent, mais ils ont décidé avec qui ils vont bâtir. Ils ont décidé de se me demandez au RDPC d'assister. J'ai l'impression que vous voulez que le RDPC assiste l'opposition. Je vous donne la parole. On ne va pas assister l'opposition. Vous avez la parole. Peut-être que sur le plan social, il y a des manquements qui sont observés parce que le Cameroun n'est pas électrifié totalement. On avait les grands projets lancés par le chef de l'État, Memveleb et Kin entre autres, mais on souffre encore de déficits en termes d'énergie électrique. Est-ce que ce type de revendications qui visent à accompagner les Camerounais dans leur bien-être social ne sont pas des revendications légitimes? Je vais vous dire une chose. Si le président Paul Biya s'est représenté, c'est parce qu'il a ses manquements. S'il a pris ce septennat, c'est parce qu'il est conscient de ses manquements et qu'il sait qu'il a la solution. Il a proposé la solution avec un programme de décentralisation avancée. Il a proposé une solution aux Camerounais. Les Camerounais, après analyse, ont dit oui. Parce qu'il a ces manquements, nous voulons quelqu'un de confiant, nous voulons quelqu'un qui peut arranger ça. Et les Camerounais, parce qu'il faut qu'on dise, ce n'est pas un choix, ce n'est pas le président qui décide qui est président. Ce n'est ni le RDPC. Celui qui décide, c'est les Camerounais. Voilà, nous sommes d'accord avec vous, nous sommes sur la même ligne, mais je voudrais souligner que vous avez dit qu'il y a encore pratiquement 5 ans, le chef de l'État est revenu parce qu'il va résoudre des problèmes. Maintenant, entre-temps, le spectacle difficile à accepter avec les responsables au sommet de l'État, les ministres entre autres, on parle beaucoup de détournement des deniers publics, donc on sont rattrapés par la justice camerounaise, et c'est pas pratiquement à une période où on avait tout un gouvernement de la République en prison. Est-ce que ce n'est pas cette succession des faits qui fait en sorte qu'aujourd'hui les Camerounais pensent que le chef de l'État devait être très proche et changer, frapper du poing sur la table, parce qu'il y en a qui ont détourné il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et Dieu seul sait combien sont encore en train de détourner en ce moment pour que les choses n'avancent pas dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas la sonnette d'alarme qui est ainsi tirée pour que les choses essayent d'avancer dans le bon sens? Non, je crois que les Camerounais ont une bonne occasion de s'exprimer par le suffrage universel. Les Camerounais sont exprimés par l'élection. Les Camerounais sont exprimés par l'élection présidentielle et l'élection législative. Maintenant, ça aurait été plutôt mauvais qu'il n'y ait aucun condamné avec les détournements. Ça fait partie des succès de Paul Biya, cet assainissement-là. Le nombre de personnes en prison prouve exactement que le président a une volonté effective de la transparence et du développement du Cameroun. Ce n'est pas un problème, c'est même plutôt bien, c'est une solution. Dans d'autres pays, on voit les gens voler et s'en sortir. Mais ici, si nous avons, comme vous avez dit, tout un gouvernement en prison, ça prouve que le président, même ses propres personnes, même nos camarades, est-ce que vous savez, beaucoup sont encore militants du RDPC. Beaucoup sont encore dans le bureau exécutif, mais le président Paul Biya a dit non, comme la République est au-dessus de tout, on peut les arrêter. Et quand les Camerounais ont vu ça, ils ont dit oui, voici le monsieur
qui va nous mener au développement, à la prospérité. En tout cas, on a compris. Pour vous, le président a encore beaucoup à faire et beaucoup à pas faire. En tout cas, qu'on lui donne encore du temps. C'est pas pour moi, les camions sont exposés à 11%. Avec pour ferme conviction que dans les 5 années qui arrivent, le chef de l'État apportera de la plus-value dans tout ce qui est proposé dans l'intérêt des Camerounais. En tout cas, on lui fait confiance encore. Il n'est pas exclu Un petit de faire mot. confiance au chef de l'État. Juste un petit mot. Oui, un petit mot. Je l'ai dit, je vais le dire. Que les gens ne demandent pas au RDPC de préparer le terrain politique au parti d'opposition. Le RDPC, on a assez d'intelligence, on a assez de ressources humaines. Quand nous aurons besoin, il y a déjà au RDPC. Nous demander de venir regarder ce qui ne marche pas à l'opposition, nous n'avons pas le temps parce que nous avons une nation à bâtir. La bâtie, c'est bien. Prince Théophile Tatita, je voulais m'arrêter sur, entre guillemets, un opposant tout à fait particulier. Je voulais parler de Sa Majesté Jean Ramos Okudjou, de Bamenjou, qui est une personnalité politique traditionnelle, assez influente dans la prise de décision dans sa localité. D'ailleurs, ses écrits font bouger la toile depuis plusieurs mois aujourd'hui. Est-ce que ce grand homme traditionnel qui rentre dans l'opposition, entre guillemets, camerounaise, est-ce que l'opposition, ceux qui sont visibles aujourd'hui, n'ont aucun intérêt à les suivre, sa manière de faire? Parce que pour lui, ce n'est pas qu'il s'oppose directement au chef de l'État, mais il s'oppose à un système en proposant comment ça peut être fait demain. Est-ce qu'il ne peut pas servir d'exemple, par exemple, à l'opposition du Cameroun? Déjà dans le propos, il s'agit à la fois, entre guillemets, d'un opposant et de quelqu'un qui fait des propositions. Donc je crois que Sa Majesté Sukudjou n'est pas un opposant. C'est un chef traditionnel qui est dans son rôle. Le chef traditionnel dans sa communauté a des personnes qui sont membres du RDPC, du PCN, du MRC et de tous les partis politiques. Et lui, en tant que... c'est quelqu'un qui a vécu, qui fut un acteur, n'est-ce pas, pendant la période révolutionnaire au Cameroun, période de maquis. Il a été lui-même enfermé, emprisonné pour ses idées. Alors, aujourd'hui, il est rentré dans son rôle de chef traditionnel, il observe la société et voit ce qui ne marche pas et ce que l'État aurait dû faire pour améliorer les conditions de vie des populations. En même temps, il regarde l'opposition qui s'embrouille. C'est lui-même qui a eu à évoquer plusieurs fois le fait que la division dans les partis, des partis politiques ne peut pas les aider à conquérir le pouvoir. Et lui, il reçoit à la chefferie des personnes qui sont et du pouvoir, et de l'opposition, et de la société civile, et ses fils et princes, comme moi-même je l'ai vu au cours de ce mois 2 fois déjà. On a échangé pendant longtemps sur des questions de la vie de la société, parce que nous travaillons sur un projet de riposte sur la pandémie, voyant notamment au plan traditionnel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution sur cet angle. Mais on a profité... qui est ouvert, on a vu encore... Donc on a profité de... l'ambassadeur de France au Cameroun, donc toujours dans son palais royal. Voilà, il a changé de manière digne. Effectivement, il a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, tout comme tous ces derniers temps. On a vu le président de la République qui reçoit l'ambassadeur. Donc, c'est quelqu'un qui donne ses idées. Et je crois que les ambassadeurs aussi le rencontrent. Et il n'y a pas une semaine ou deux aussi, il a reçu le conseiller spécial du président du MRC, Majesté Biloa. Et comme collègue, ils ont parlé de la vie de la cité. Il a donné les conseils comme il en donne à tout le monde. Donc, Majesté Sukudjou, je saurais le classer parmi les opposants, mais comme un chef traditionnel tout court. Un chef traditionnel qui ne se prend pas la tête parce qu'il refuse même de se faire appeler roi. Il préfère être Fo Sukudjou. Et Fo Sukudjou, c'est quelqu'un qu'on dirait de la société traditionnelle, pour ne pas parler de la société. Parce qu'il faut aussi préciser qu'il est parmi les rois qui intronisent les autres chefs. Effectivement, comme à Bangou. Donc il a l'habitude de détecter les faux chefs, les fausses transitions. Effectivement, et puis, il est assez rigide à ce niveau. Et parfois, la doléance que nous donnions quand on a rencontré Majesté Sukudjou, parce que lui aussi, il écoute même les critiques. Donc, quand je l'ai rencontré, je n'ai pas manqué de dire, notamment, il était question de mobiliser un certain nombre de chefs qu'il va recevoir dans le cadre de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai rappelé que lui, il est souvent trop dur avec ses fils, ses petits frères, ses collègues qui sont des chefs, et donc il faut. Donc, au chef Sukudjou, on dit aussi, on peut s'opposer, n'est-ce pas, à sa façon de faire, et ce que j'ai fait en toute bonne conscience. Et je dirais donc que ce n'est pas un opposant, c'est quelqu'un de libre, et je crois que même les opposants devraient copier le modèle, que ce soit les hommes qui sont au pouvoir. Écoutez ce que Majesté Sukudjou dit. Il est très dur dans ses propos, mais c'est un ancien rebelle, si vous voulez, n'est-ce pas, dans le bon sens du terme. En tout cas, un rebelle utile pour la société. Voilà, un rebelle utile pour la société, tout comme
quand j'ai souvent envie de prendre les modèles politiques, je dis je suis jésusiste. C'est-à-dire que le Jésus-Christ qui est présenté dans la Bible, c'est quelqu'un qui a été condamné par l'Assemblée nationale qu'on appelle le Sanhédrin parce que c'était un subversif. Or, aujourd'hui, vous voyez dans l'église, on dit que l'église, les gens ne sont pas des hommes politiques, alors qu'on prend pour modèle, même dans la religion, quelqu'un qui, justement, est un politicien, qui est mort, condamné pour ses idées, il a été déclaré subversif, et que même le roi de cette époque n'a pas pu le tuer, il l'a renvoyé à sa communauté de prendre une décision. On parle souvent du ponce-pilatisme. Or, justement, le ponce-pilatisme, c'est de respecter les lois. C'est pas de l'hypocrisie, comme on a souvent tendance à le faire croire. Laver les mains, en tout cas... Non, laver les mains, il a dit, moi, je ne peux pas prendre la décision parce que vous dites que ce monsieur n'est pas, etc. Donc, je crois que Majesté Soukoudjou, c'est un chef traditionnel qui prend des positions, qui devrait interpeller. Et puis, il faut qu'il y ait beaucoup de Majesté Soukoudjou dans notre société. On regarde que dans la région de l'Ouest Cameroun, beaucoup ne le suivent pas beaucoup dans sa manière d'aborder le système. Il n'a jamais interpellé la rébellion, il n'a jamais appelé à descendre dans les rues, il n'a jamais appelé à revendiquer quoi que ce soit. C'est vrai que ce n'est pas un homme politique, mais son point de vue peut édifier plus d'un Camerounais. Alors, Victor Yada, on va forcément dans quelques minutes sortir de cette émission. Je voulais qu'on fasse un dernier tour de table pour ce qu'il y a à observer et puis à proposer un plan qui pourrait permettre aux formations politiques qui ne sont pas au pouvoir, disons l'opposition, à se repositionner, à aller de plus belle, parce que les échéances, ce sera pour très bientôt quand même. Vous avez parlé d'observation. Ma première observation, c'est qu'aucun membre de l'opposition n'est jamais allé à Koumengue pour détournement des deniers publics. Aucun membre de l'opposition n'a jamais eu 75 milliards pour acheter les ordinateurs aux étudiants et aller acheter les calculatrices. Aucun membre de l'opposition n'a pris beaucoup d'argent, des milliards pour organiser la CAN et la détourner. Aucun membre de l'opposition n'était là lorsqu'on a donné 1 milliard pour dédommager les gens qui étaient morts à Ezeka, on dédommageait les gens qui n'avaient même pas de mort là-bas. Aucun membre de l'opposition ne nous a jamais dit ici que 32 giga égale à 500. Aucun membre de l'opposition n'a jamais eu l'eau et l'électricité dans ce courant. Aucun membre de l'opposition n'a été jamais nommé directeur de la Camerco qui est en train de mourir, qui est déjà mis au mouroir. Aucun membre de l'opposition n'a vécu la décrépitude de notre football camerounais, n'a été à l'origine. Voilà mon observation. Pour parler maintenant de l'opposition dont on a besoin d'une opposition objective qui puisse se préparer. Moi, je pense que le président Paul Biya a fait son chemin. J'ai dit ici qu'il a un parcours élogieux. Il est temps donc de commencer à regarder, de préparer même l'après Paul Biya, parce que c'est un challenger presque imbattable. C'est le peuple qui décide. C'est un challenger presque imbattable, compte tenu des CA qui partent toujours dans le peuple qui décide. Parce que moi, vous décidez ici, le monsieur est passé il y a 2 ans, c'est pas vous décider qui va diriger le Cameroun. Donc je pense que c'est 11%. Une opposition véritable, n'attendons rien de ces régimes qui ne peuvent plus rien faire pour nous. Il est même d'abord déjà très épuisé, même essoufflé. Le peuple lui fait toujours confiance. De penser donc à une opposition franche, objective, idéale et idéale. Merci, vous avez la parole à proposer. Allez-y. J'ai eu l'impression que le monsieur veut faire croire qu'il n'y a pas le membre de... Non, mais le gouvernement camerounais fait de plusieurs partis de l'opposition. Je peux citer le PADEC qui a un ministre à la justice. Je peux citer l'UNDP qui a le ministre d'État des partis politiques de l'opposition. Je veux d'abord dire ici que le gouvernement camerounais fait que demande du RDPC, ce qui est faux. C'est 2 partis, l'UNDP qui a même Ouattara, je cite le PADEC qui a un ministre. Voilà, ça il faut d'abord dire ça. Deuxièmement, je vais mettre une parenthèse, le temps de souffler un petit peu, qu'on se fasse. Non, ça va, nous ne sommes pas essoufflés, ça va aller. Prends le grand public, sauf que beaucoup de ces membres des partis politiques de l'opposition qui sont rentrés en alliance directe avec le pouvoir ne se trouvent pas à Koumengue, par exemple, pour deniers publics. C'est toujours ceux qui ont été dans plusieurs générations. Quand la justice travaille, elle ne regarde pas de quel parti vous êtes. On n'a pas vu le professeur de Clamtois en prison. Quand la justice travaille au Cameroun. En prison, on n'a pas vu. Voilà, merci de me donner le FSNC aussi. Issa Chiroma, qui n'est pas du RDPC, merci de compléter ma liste. Quand la justice camerounaise travaille, le TCS regarde qui a volé, qui a détourné. C'est indépendant de son parti. Et ça attrape seulement les membres de son parti. Oui, mais pourquoi aussi ça attrape seulement les membres de son parti? Si ça avait été l'opposition, vous les aurez appelés prisonniers politiques. Donc, la preuve de la transparence. Pourquoi on n'a jamais attrapé ça prouve donc que la justice camerounaise est transparente, elle est juste. Parce que même le parti au pouvoir a ses membres qui vont en prison.
Quand je travaille, elle ne regarde pas de quel parti nous sommes. Que les gens arrêtent de nous demander d'organiser l'opposition. Le RDPC travaille pour le RDPC et le RDPC a une confiance encore de 5 ans que le pays lui a donné. On n'est pas là pour organiser l'opposition. Tant que l'opposition est dans les hall, toujours dans les manifestations illégales, l'opposition est dans les suivis, ma machin, truc. Vous voulez quoi? Les électeurs ne vous font pas confiance. Merci, Descartes, hein, c'est sur ce que nous allons mettre. Je suis désolé, on va mettre la clé sous le paillasson. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, peut-être en quelques secondes, allez-y. Oui, moi je voulais dire que lors du grand dialogue, j'ai fait une proposition. Et puis, pour aller très rapidement, j'avais pensé qu'au niveau du Cameroun, on pouvait avoir ce qu'on appelle la FECAPO, la Fédération nationale des politiques, qui pourrait organiser les manifestations, faire des demandes, un peu comme on voit dans le cas du football. Et à ce niveau, les partis peuvent s'évaluer, s'apprécier, se donner, se définir, classer par idéologie. Et non qu'on ait des partis de l'opposition déjà qu'il faut... Opposition, juste opposition. L'opposition, parti de positionnement. D'éducation politique des uns des autres. Parce que voilà, justement. La politique sans formation, sans rien, ils ont des... Voilà, il faut qu'il y ait un cadre comme celui-là. Et par exemple, vous voyez, on parlait des maisons du parti, qui sont les maisons, au lieu de dire maisons du RDPC. Il se trouve que ces maisons appartenaient au parti qui était le parti unique. C'est un autre Donc, débat, hein. la FECAPO, n'est-ce pas, peut par exemple gérer pour que chaque parti ait un cadre, n'est-ce pas, pour l'éducation, parce que vous ne pouvez pas avoir un bon parti au pouvoir et des mauvais partis de l'opposition, ça va. Merci Prince Théophile Tateta, merci à Arnaud Victor Yada, merci à Descartes Akonosé, merci messieurs d'être venus ce soir pour cette émission, pour ce rendez-vous grand soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h avec forcément de nouveaux panélistes et une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous et surtout, sortez couverts. Au revoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.